Bonjour. Donc, pour le cours 2, on va parler du phénomène de réflexion, puis de la réflexion sur les miroirs. Précisément, ça va être les miroirs plans aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler de la loi de la réflexion. Elle est décrite à la page 37 de votre livre. Donc, la loi de la réflexion nous dit que l'angle d'incidence auquel un rayon arrive sur une surface réfléchissante va être égal à l'angle de réflexion. Faut savoir ici que quand on parle d'un angle d'incidence, celui-ci est mesuré non pas par rapport à la surface, mais par rapport à un segment perpendiculaire à la surface qu'on appelle la normale. Fait que quand vous avez une interface entre deux milieux, on identifie ici l'interface. Bon, je ne fais pas une ligne très droite, là, mais vous voyez la surface du solide est là. Alors la normale, c'est un segment qui est à 90 degrés de la surface. Et c'est par rapport à la normale ici qu'on mesure les angles. Donc, l'angle d'incidence, ça va être l'angle que je viens de dessiner en rouge ici. Il va être égal à l'angle de réflexion. Donc, ça, c'est vrai, peu importe le type de surface. Même si une surface est quand même relativement peu réfléchissante, assez mate, il va quand même y avoir un peu de rayonnement de lumière qui va être réfléchi. Puis, cette loi-là va être respectée à tout endroit sur la surface. On va parler justement, là, dépendamment du type de surface sur lequel la lumière est incidente, on va définir deux types de réflexion. Donc, la réflexion qu'on dit spéculaire. La réflexion spéculaire, c'est lorsqu'on parle d'une surface qui est lisse au niveau microscopique. Donc, si on regarde avec un microscope, tous les atomes sont bien alignés en belle ligne droite. À ce moment-là, si on a des rayons qui sont incidents d'une source lumineuse, ils vont arriver tous au même angle comme ceci. Mais quand ça va percuter la surface, vu que la surface elle est lisse et bien droite, la normale à chaque point d'arrivée des rayons va être parallèle, ce qui fait que la réflexion de tous les rayons va se faire dans la même direction, de façon comme organisée. Ça produit une image un peu comme dans un miroir. D'ailleurs, un miroir, c'est un phénomène de réflexion spéculaire vraiment parfait. Mais on peut voir aussi ce phénomène-là quand on regarde, par exemple, la surface de l'eau. Si l'eau est calme, on va avoir une réflexion dans l'eau à certains angles, là, comme si c'était un miroir. Puis on peut voir ça aussi avec de la vitre. La vitre, c'est une surface qui est très, très lisse, même quand on la regarde avec un microscope. Donc, ça peut générer de la réflexion spéculaire. Pour ce qui est de l'autre type de réflexion, c'est la réflexion plus courante, là. La réflexion de la lumière sur presque tous les objets qui nous entourent. Donc ici, j'ai mis un bonhomme de neige, mais ça aurait pu être un peu n'importe quoi. Dans le fond, c'est que les objets qui nous entourent, même s'ils nous paraissent lisses au toucher, si on les regarde de très près avec un microscope, on va se rendre compte qu'il y a du relief au niveau atomique là, de la surface. Donc, si on a une source lumineuse qui envoie des rayons tous parallèles là, vers une surface comme ça, ben vous voyez qu'à chaque point d'arrivée là, pour les différents rayons qu'on pourrait regarder, la surface n'aura pas le même angle. Donc, ça va faire en sorte que la normale, qui doit, elle, être perpendiculaire à la surface à cet endroit-là, va varier d'orientation. Donc, ça va faire en sorte que tous les rayons qui vont être réfléchis vont l'être par rapport à un point précis, une orientation précise. Ces rayons-là vont tous respecter la loi de la réflexion. Si on regarde là, l'angle d'incidence dans chacun des cas ici est égal à l'angle de réfraction. Mais on a quand même un total ici, là, un effet désordonné au niveau de la réflexion. Ça fait en sorte que la lumière d'un objet qui n'est pas lisse au niveau microscopique va être réfléchie dans toutes les directions. Donc, on peut observer l'objet, là, qu'on soit à gauche de lui, à droite de lui. Donc, ça ne dépend pas vraiment de notre position. On peut bien le distinguer un peu de partout. Contrairement, dans le fond, à la réflexion spéculaire, quand on est devant un miroir, pour voir la réflexion d'un objet particulier dans la pièce, bien, il faut être à une position précise parce que les rayons se dirigent vers cette position-là et pas une autre. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là. Mais bref, ça fait pas une réflexion comme un miroir. C'est simplement, ça nous permet de voir les objets qui nous entourent. Puis ça va aussi faire en sorte qu'on voit la couleur de l'objet. Par exemple, si l'objet est blanc, ben bon, vous savez que dans la source de lumière incidente, si c'est le soleil,
ça contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça fait de la lumière blanche. Ben là, si le matériau ici il est blanc, ça veut dire qu'il reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme le bonhomme de neige ici. Mais si, par exemple, on regarde le foulard, ben ici, on peut voir que le foulard reflète le rouge. Ça veut dire que les autres couleurs du faisceau incident de lumière sont absorbées par le foulard. OK? Fait que c'est ce qui fait aussi un peu la couleur des objets qu'on voit. Maintenant, je vous montre une petite vidéo faite par nos techniciens de laboratoire pour une manipulation qu'on faisait à titre un peu exploratoire là, pour voir, vérifier, valider la loi de la réflexion à l'aide d'un faisceau laser, puis aussi pour voir à quelle position se trouve une image quand on place un objet là, devant un miroir plan. Donc, trouver l'endroit où se forme l'image. Fait que je vous laisse écouter la vidéo, puis on s'en reparle après. Alors aujourd'hui, on a un montage pour vérifier la loi de la réflexion. Donc le but, c'est de trouver la relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Alors on a un laser qui va envoyer un faisceau sur un plateau, un rapporteur d'angle qu'on peut tourner. On a aussi un miroir plan sur lequel le faisceau va être réfléchi. Donc, il s'agit d'enligner au départ le rayon du laser sur la normale, donc l'angle 0, sur notre rapporteur d'angle. Si on tourne notre plateau, on peut faire varier notre angle d'incidence. Par exemple, ici, je mets mon angle d'incidence à 15 degrés, l'angle d'incidence, et la réflexion, je peux le lire ici, et c'est 15 degrés aussi. Je peux le tourner maintenant pour un angle incident à 30 degrés. L'incident à 30 degrés, la réflexion à 30 degrés également. Donc, on a pris les mesures pour vous et il se trouve dans le tableau ci-joint. Je fais une petite pause ici pour vous montrer que pour toutes les mesures différentes d'angle d'incidence, on a obtenu expérimentalement des mesures d'angle de réflexion, on pourrait dire identiques. On voit une petite différence de 1 degré pour l'angle le plus grand, de 75 degrés. Ça, c'est dû au fait que quand on fait une expérience, il y a toujours une erreur expérimentale associée à l'expérience, que ce soit parce que le faisceau laser n'est pas extrêmement fin, donc étant donné qu'il y a une certaine largeur puis un peu un flou, ça peut être difficile à lire la position. Puis le rapporteur d'angle lui-même aussi, de par la façon qu'il est conçu, on a une incertitude de 1/2 degré. C'est 1/2 de la plus petite division à chaque fois qu'on fait une mesure. Donc, c'est pas si étonnant que ça d'avoir 1 degré de différence ici, mais ça concorde vraiment. On voit qu'on a bel et bien l'angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence. Et vous avez remarqué, ces angles-là étaient mesurés par rapport à la normale, et non par rapport à la surface. Je continue. Alors aujourd'hui, c'est un laboratoire sur la position de l'image formée par un miroir plan. Alors, on a un miroir plan, on a une tige bleue placée devant le miroir plan à 10 cm. On a une règle pour nous donner la distance. Et il y a également une règle qui est placée à partir du miroir vers l'arrière du miroir sur lequel on place un objet ou une tige blanche. Donc l'objet, c'est de bouger la tige blanche le long de la règle et ensuite de regarder avec la caméra latéralement pour voir si l'image de notre tige bleue est enlignée avec notre tige blanche derrière le miroir. Donc on le place à une distance peu importe. Et on regarde voir latéralement, en bougeant la caméra latéralement, si notre objet s'enligne avec l'image. J'apporte une précision ici à ce qu'on doit observer. Donc, je répète, on a une tige bleue qui est située devant le miroir plan. À l'intérieur du miroir plan, on voit l'image de la tige bleue. Et on a placé en arrière du miroir une tige blanche. Donc, ce qu'on veut observer, c'est que l'image de la tige bleue dans le miroir soit alignée avec
la tige blanche à l'arrière. Présentement, ils le sont alignés. Donc, la tige blanche se trouve vis-à-vis. Ce qu'on veut, c'est que l'alignement soit respecté, peu importe le point de vue de l'observateur, donc qu'on soit à droite, au milieu ou à gauche du miroir, que l'alignement soit toujours respecté. Si j'avance un petit peu, présentement, on n'a plus l'alignement. La tige blanche n'est plus alignée avec l'image. Donc, on va aller changer la position et en chercher une pour laquelle l'alignement est respecté lorsqu'on se déplace latéralement. Je vais bouger notre tige blanche, le rapprocher et toujours avec la caméra, on va regarder latéralement si notre tige blanche s'enligne avec l'image dans le miroir. Alors, je le rapproche. Et maintenant, une troisième fois, on va regarder si notre tige blanche s'enligne avec l'image dans le miroir. Et cette fois-ci, on voit que ça s'enligne. Donc, on va mesurer la distance entre le miroir et notre tige bleue, et c'est 10 cm. Et si on mesure par rapport au miroir, à quelle distance se trouve la tige blanche derrière le miroir, c'est également à 10 cm. Maintenant, si on prend une autre mesure, par exemple, si on bouge notre tige bleue devant le miroir à une distance de 15 cm. Alors, on recommence la même chose. On veut bouger notre tige blanche derrière le miroir jusqu'à ce qu'il s'enligne avec l'image qu'on a de notre tige bleue dans le miroir. Donc, je le place ici et on regarde latéralement pour voir si l'image dans le miroir s'enligne avec la tige derrière le miroir. C'est le cas. Alors, on vient prendre la mesure. Donc, la tige bleue est à 15 cm devant le miroir et la tige blanche se trouve à 15 cm derrière le miroir. Voilà. Alors, dans le fond, je sais pas si vous avez bien saisi, mais l'idée, c'était que si notre... je vais juste remettre une image ici, là. Donc, la tige blanche ici, on la positionne pour qu'elle représente où est-ce qu'elle serait, mais d'où proviennent les rayons de l'image. L'image ici, c'est la tige bleue dans le miroir, mais on place l'objet de la tige blanche là, à un endroit qui semble être le même que l'image. Okay? Donc, la position de la tige blanche représente la position de l'image. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc ici, pour un miroir plan, on en conclut que la position de l'image formée par un miroir plan, c'est aussi profond derrière le miroir que la distance qu'on a entre l'objet qui produit cette image-là et le miroir. Un schéma qui représente la situation. Alors, ce qu'on en conclut, comme j'ai dit, c'est qu'il y a une égalité entre la distance de l'objet au miroir et la distance de l'image au miroir. Maintenant, je vais vous parler de signes parce qu'on a une convention de signes pour les types d'images. L'image qui est produite dans le cas d'un miroir plan pour un objet qui est devant, là, un objet ordinaire, ça va être une image qu'on dit de type virtuel. Puis, il y a une convention de signes qui nous dit que si on mesure la distance puis que l'image, on sait qu'elle est virtuelle, mais il faut mettre un moins. Fait que, par exemple, dans la première mesure qui a été faite, la distance image serait moins 10 cm. OK? Fait qu'ici, on va établir une relation entre la distance de l'objet, c'est égal à moins la distance de l'image. Parce que vu que l'image est virtuelle, elle contient la valeur DI, elle contient un négatif. Donc ici, dans l'exemple que j'ai donné, ce serait moins 10 cm. Fait qu'il faut multiplier par le moins qui est déjà présent dans la relation ici
pour que ce soit vraiment égal à la distance de l'objet qui, elle, c'est une valeur positive, c'est plus 10 cm. OK? Donc, pourquoi qu'on dit qu'une image faite par un miroir plan est de type virtuel? C'est qu'une image de type virtuel, c'est une image qui est à une position où est-ce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir des rayons qui proviennent de cet endroit-là. Comme ici, la surface d'un miroir, c'est une surface qui est opaque. Il n'y a aucun rayon de lumière qui va traverser le miroir. Ils vont tous être réfléchis. Donc, pourtant, on a localisé une image comme si l'image apparaît derrière le miroir. Donc, c'est cet endroit-là qui n'a pas, il n'y a aucune lumière qui provient de là en réalité. Alors, c'est ce qui qualifie l'image d'image virtuelle. Je vous montre un autre schéma ici où est-ce qu'on trace des rayons. Donc, on a l'objet en avant. Il envoie des rayons dans toutes les directions, mais là, on en a tracé deux. Là, supposons qu'on a tracé, c'est pas mis ici en détail, mais on aurait une normale qui est perpendiculaire à la surface du miroir à chaque endroit où on a un rayon qui est incident. Puis là, on mesure l'angle d'incidence, on dit c'est égal au rayon, à l'angle de réflexion, on trace le rayon réfléchi. Donc, on obtient ces deux rayons-là. Donc, vous voyez que ces rayons-là semblent émaner d'un endroit qui est situé au point ici. C'est le sommet de la flèche rouge qui représente l'image virtuelle qu'on a de l'objet ici qui a émis les rayons. OK? Donc, c'est la position ici d'une image virtuelle puisqu'il n'y a pas de rayons en réalité qui sont à cet endroit-là. Alors, ça couvre la matière pour aujourd'hui, la nouvelle matière. Là, je vais vous laisser aujourd'hui travailler pas mal plus par vous-même. C'est des exercices qui sont quand même assez, pour la plupart, assez de base, OK? Mais c'est sûr, là, vous avez vu, je vous invite à aller voir le calendrier si vous ne l'avez pas fait. J'ai mis un calendrier sur Léa où est-ce qu'il est indiqué des moments où il va y avoir des périodes de récupération en synchrone. OK? Fait que vous pouvez me poser des questions, puis moi, je vais répondre, je vais faire un espèce de tableau blanc avec mon ordinateur pour répondre à vos questions. Donc, si jamais il y a des questions dans la liste que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez les réserver pour la période de récupération. Mais vous pouvez aussi m'envoyer une question concrète par un MIO, peut-être une photo de la démarche ou une description de la question ou une photo de la question. OK? Comme il faut que ce soit clair. Je n'ai pas toujours mon manuel avec moi. Fait que si vous voulez que je vous réponde rapidement, il faut qu'il y ait beaucoup d'informations dans ce que vous m'envoyez. Donc, ça, c'est les exercices qui sont à faire et les lectures à faire, donc en complément du cours d'aujourd'hui, dans les 2 pages suivantes, puis aussi sur le document, un document que je vais mettre disponible aussi à part sur Léa, vous avez les réponses de toutes les questions. OK? Donc, je vous laisse là-dessus pour le cours d'aujourd'hui. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!